point action à présent avec vous, Nicolas Budin. Bonjour Nicolas. Bonjour Aude. Vous êtes gérant de portefeuille, gérant du fonds Myria Concept Action Europe. On en fait la revue trimestrielle ce matin. D'abord, un petit point sur les marchés pour évaluer la fin d'année. Qu'est-ce qui s'est passé en cette fin d'année? Est-ce qu'on peut dire que les marchés ont terminé sur des chapeaux de roue? Oui, on peut clairement le dire. Ce qu'on peut dire déjà, si on prend l'année dans son ensemble, c'est que 2019 aura été une année exceptionnelle pour l'ensemble des classes d'actifs, qu'elles ont toutes été positives, à l'exception du monétaire évidemment. Et c'est une année exceptionnelle après une année 2018 qui, elle, a été particulièrement difficile. 2018 a été la plus mauvaise année pour les marchés actions, en tout cas, depuis la crise financière de 2008-2009. Et donc 2019 a été vraiment une bonne surprise, je dirais. Et la fin d'année a confirmé tout à fait cette tendance, car si elle avait commencé, le quatrième trimestre a commencé en baisse assez significative les 2-3 premiers jours du mois d'octobre, sur des inquiétudes sur les ISM, des données économiques américaines. Ensuite, le marché s'est très vite repris et a fini de l'ordre de 10% sur le dernier trimestre pour afficher une performance sur l'ensemble de l'année des marchés actions globalement supérieure à 20%, largement supérieure à 20%, avec, à cela vous rajoutez le rendement qui était de 4,5%, donc on a eu vraiment des tendances très très bonnes. Néanmoins, ce qui est toujours un peu délicat lorsqu'on regarde, ou injuste lorsqu'on regarde une performance a posteriori, c'est de se dire que c'était simple. Il faut quand même reconnaître qu'on n'a pas à s'en plaindre chez Myria, car on a très bien suivi le mouvement, mais il faut quand même reconnaître qu'il y avait beaucoup de raisons d'être inquiet au fur et à mesure de l'année, sur beaucoup de questions, notamment évidemment les questions commerciales entre les États-Unis et la Chine, sur le Brexit, il y a eu quand même beaucoup de... Et puis au fur et à mesure de l'année, des éléments même micro et macro qui étaient assez mitigés, régulièrement mitigés. Donc une année très bonne, mais une année pas si simple que ça. Oui, c'est ça, il y avait beaucoup d'incertitudes. La guerre commerciale, le Brexit, ça semble se régler en ce début d'année, en cette fin d'année et début d'année. Mais on en voit de nouvelles arriver avec cette tension entre Washington et Téhéran et qui inquiète les marchés aussi. Oui, tout à fait. Alors, il y aura toujours des choses inquiétantes et des choses qui viendront nuancer l'optimisme, ou tempérer l'optimisme. Mais quand même, globalement, on aborde cette année 2020 avec certaines réponses sur ce qui nous a monopolisé l'attention pendant tout 2019. On a en effet, dans les jours qui viennent, le 15 janvier, normalement la signature de la première étape de l'accord sur la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Je pense que cet élément qui a focalisé l'attention pendant tout 2019 devrait quand même être un peu donner une bouffée d'oxygène pour 2020. En fait, de manière assez peut-être paradoxal, ou en tout cas inattendu, 2020 commence sur des bases moins incertaines sur le plan économique que 2018. Et on avait pu avoir quelques éléments qui donnaient ces signes précurseurs en 2018, lorsque, par exemple, au cours de l'été, il y avait eu un début de rotation sectorielle et du coup un début de rotation entre les styles croissance et le style dit value. C'est ce qu'on peut voir sur ce graphique notamment, qui met en rapport donc la performance. C'est-à-dire que les investisseurs s'étaient dégagés du style valeur pour aller vers les valeurs croissance? Non, c'était plutôt le contraire. C'est-à-dire que les investisseurs, la croissance prédomine les marchés depuis C'était réfugié vers les valeurs refuges en fait. Jusque-là, et au cours de cet été, le marché a commencé à vouloir espérer une rotation entre ces deux styles de gestion, et le style value a surperformé le style croissance. Mais en fait, si on regarde sur l'ensemble de l'année, le style croissance a toujours surperformé de 10% le style value. Donc c'est pas encore validé comme scénario. Mais c'était un point intéressant. Ensuite, vous disiez donc il y a encore des éléments mitigés. Alors évidemment, il y a ce qui est en train de se produire en Iran. C'est quelque chose, il est un peu tôt pour pouvoir en parler, mais on voit les effets que ça peut avoir, plutôt des effets négatifs sur le marché, car c'est des éléments
concret et important d'incertitude. Donc c'est évidemment quelque chose qu'il faudra regarder. Je ne sais pas vous dire comment ça va évoluer dans les jours qui viennent, mais ce qui est sûr, c'est que ce sera compliqué. Mais si on regarde, en tout cas, ce sera à surveiller. Si on regarde ensuite au sein de la gestion action, si on regarde les différentes zones, ce qui est intéressant de voir sur la question économique, qui est quand même plus fondamentale, c'est qu'au cours des derniers mois, l'Europe a quand même tiré son épingle du jeu. C'est toujours la question, est-ce qu'il vaut mieux être investi en Europe ou est-ce qu'il vaut mieux être investi aux États-Unis en particulier? On voit sur l'indice CESI, donc l'indice de Citi, qui montre les surprises économiques, c'est-à-dire dans quelle mesure le marché a publié des données où les données économiques sont sorties positivement par rapport à ce qu'anticipait le marché. On voit que sur l'Europe, depuis quelques mois, c'est en progression et c'est passé même au-dessus de zéro, donc c'est positif. C'est-à-dire qu'on était assez pessimiste et qu'on a eu des bonnes nouvelles au final. Ça veut dire que le marché les données qui sortaient étaient toujours supérieures à ce qu'anticipait le marché et donc a toujours surpris positivement le marché. Donc on voit que sur la partie européenne, c'est en forte hausse, que sur la partie, si on exclut la partie Royaume-Uni qui elle est en baisse pour des raisons qu'on peut comprendre, et puis les États-Unis sont à peu près neutres, donc l'Europe pourrait quand même tirer son épingle du jeu dans cette phase-là. Je voudrais juste citer un dernier point par rapport à ce que vous disiez sur les choses à surveiller ou sur les choses peut-être mitigées, qui est plus technique que la question de l'Iran, mais qui est quand même important, c'est qu'il y a quand même eu au cours de l'année 2019, ce qui a quand même aussi expliqué en partie la hausse du marché, une anticipation par le marché de politique fiscale en particulier et d'investissement accommodante et de ce qu'on appelle des stimuli. Monétaire notamment avec la Fed. Alors, cette partie-là est confirmée et elle est dans le positif parce que la Fed a elle-même un petit peu changé de position et là on est vraiment pour l'année à venir au moins dans un flux très 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 positif et très porteur pour les marchés. Néanmoins, c'est plutôt au niveau fiscal, au niveau de politique fiscale qui aide à l'investissement et du coup à la croissance. Là-dessus, il y a une interrogation et il faudra quand même faire attention à ça, je pense, parce que le marché l'a anticipé un petit peu, mais si on regarde dans les faits, actuellement, ce qui est confirmé pour l'année en cours, l'année 2020 en Europe, et notamment en zone euro, ne représente que entre 0,2 et 0,5% du PIB, donc ça reste très très mineur. Aux États-Unis, il n'y a pas encore eu d'annonce importante et tout simplement, on est dans une année et dans une phase électorale majeure. Il pourrait y avoir des annonces. Il pourrait y avoir des annonces, mais est-ce qu'elles arriveront en 2020, et en tout cas en début d'année 2020, je ne le crois pas. On a l'élection, alors je ne parle pas des municipales en France, je parle de l'élection américaine aux États-Unis en novembre, et puis par la suite en 2021, l'élection allemande avec probablement un changement, je ne suis absolument pas apte à le dire, mais en tout cas un rapport de force, oui, un rapport de force qui sera probablement modifié par rapport à ce qu'on a eu ces dernières années Merkel. On va revenir sur vos choix d'investissement concernant le fonds Miria Concept Action Europe. Donc on parle d'actions en Europe. Quels sont les derniers ajustages que vous avez pu faire, notamment au niveau des secteurs peut-être à privilégier plus que d'autres? Oui, on aime bien regarder les secteurs pour ensuite décliner sur les valeurs. En fait, on est optimiste pour ce début d'année 2020, donc on est positif sur nos anticipations de performance du marché, malgré ce qui se passe actuellement en Iran. De manière fondamentale, on reste positif. Donc on a eu plutôt tendance ces derniers mois à modifier le portefeuille de telle sorte à ce qu'il bénéficie non pas d'une hausse, mais d'abord d'une interruption de la baisse des taux et puis peut-être d'éléments qui seraient plus porteurs pour une hausse des taux. La question qui est derrière cela, c'est le fait que le marché va regarder, et ça fait déjà quelque temps qu'il le fait, et va regarder de manière plus précise et plus attentionnée les taux d'inflation pour essayer d'anticiper une éventuelle remontée des taux d'intérêt. Sur la question des taux d'inflation, il y a une forme de fébrilité qui fait que, alors actuellement, on est dans des niveaux d'inflation assez faibles en Europe, autour de 1, 1,2, mais le moindre signe positif sur cette partie-là pourrait faire que le marché réagisse fortement en anticipant une hausse des taux d'intérêt. Ça pourrait venir par la hausse du pétrole, ça pourrait venir par d'autres choses, mais ça peut tout à fait se produire. Du coup,
on a modifié un petit peu donc le portefeuille du point de vue sectoriel par rapport à cette tendance-là, en réduisant notamment notre exposition à la partie immobilière. Ça ne se voit pas tellement sur ce graphique parce qu'on est toujours surpondéré, mais c'est un secteur qui est assez petit dans l'indice. Donc là, on est surpondéré avec un seul titre, en sachant que là, sur ce secteur, on a sorti les Unibail le mois dernier. Sur un autre secteur emblématique donc, de cette question-là, c'est le secteur financier. Tout au cours de l'année 2019, on avait au sein du secteur financier des assurances qui avaient surperformé les banques de manière continue et relativement significative. Et puis cette tendance s'est inversée justement au moment de cette modification entre value et de cette tentative de remontée de la value. Et à ce moment-là, on a réinvesti sensiblement sur les financières à travers les banques. Sur des bancaires comme quelle valeur par exemple? On avait quelques trous dans la raquette, je dirais, au niveau de notre exposition européenne. On n'avait pas d'exposition directe à des valeurs hollandaises. Donc on s'est investi sur ING. Même problème en Italie, même manque en Italie, donc on s'est investi sur Unicredit Group. Et puis en Espagne, on avait déjà un investissement, mais on a complété par quelque chose de plus domestique, qui est la banque Caixa Group. Et est-ce que vous êtes investi sur des valeurs britanniques ? Très sensiblement. On est sous-pondéré au niveau exposition à la Grande-Bretagne par rapport à notre indice de référence, mais on est évidemment très investi sur les valeurs britanniques. Il y a certains domaines comme la pharma, par exemple, les valeurs pharmaceutiques sur lesquelles il est compliqué. En tout cas, il y a un choix important en Grande-Bretagne qui fait qu'on s'y expose, en particulier sur AstraZeneca, par exemple. Sur ce secteur-là, puisque j'en parle, on a réduit, c'est un secteur qui est important en termes de pondération, on a réduit notre exposition au secteur de façon assez significative et on est encore en train un peu de le faire pour différentes raisons. D'abord parce que c'est un secteur qui a remarquablement performé ces dernières années. En particulier en 2018 où il a surperformé le marché de 10% en étant à peu près flat, et puis en 2019 il a également extrêmement bien performé en s'alignant, en étant parmi les meilleurs secteurs dans le marché. Donc c'est un premier point qui fait qu'il s'est bien revalorisé, donc c'est un petit peu plus tendu au niveau de la valorisation. Et l'autre point pour le secteur, c'est qu'on pourrait quand même s'attendre à ce qu'avec cette campagne présidentielle américaine qui va arriver très vite et qui va arriver très fortement, vu les protagonistes que nous avons en face. Et c'est toujours un secteur qui est un petit peu facile à attaquer vis-à-vis du grand public, parce que notamment sur les coûts des médicaments et les coûts de ce secteur au sein pour le contribuable et pour le malade en particulier. Dernier secteur sur lequel j'avais une question, le luxe en France, est-ce qu'il marche aussi? Est-ce que maintenant il est trop cher? Est-ce que vous avez sorti les valeurs du luxe ou pas? Alors on a sorti, d'une certaine façon, on a sorti des valeurs du luxe, puisqu'on a par exemple sorti au cours de l'année dernière la compagnie financière de Richemont, qui investit en Suisse, qui a le groupe Cartier par exemple, emblématique. Ça c'est aussi parce que c'est une société qui est très exposée à Hong Kong et que malheureusement les tensions, c'est un euphémisme, mais les tensions qu'il y a à Hong Kong font que on voulait peut-être un petit peu baisser cette exposition-là. Mais globalement sur le luxe, on s'est neutralisé, c'est-à-dire qu'on était surexposé, on a bénéficié de la forte hausse de la LVMH en particulier. On a réduit cette exposition-là parce que malgré tout, il y a une question de valorisation. Mais c'est un secteur qui devrait continuer quand même à performer, nous pensons. Merci Nicolas Budin. Je rappelle que vous êtes gérant du fonds Mireille Concept Action Europe.